Hey, heureuse de te retrouver aujourd'hui. Et justement, je vais te proposer un nouveau format où je vais te montrer ce qui pour moi étaient des véritables échecs. Les créateurs de contenu finance parlent bien plus de ce qui a marché que le contraire. On verra aussi ce qui se passe dans le challenge de 60 à 100K et c'est vous qui choisirez ce que l'on va faire. Commençons par mon échec le plus récent. Bien qu'il soit peu probable d'y arriver, mon objectif est quand même pour ma petite poche d'action d'acheter au plus bas et vendre au plus haut. Et je suis forcée d'admettre que je garde toujours mes dossiers bien trop peu de temps. Le cas le plus récent est SES Imagotag. En peu de mots, c'est le leader mondial de l'étiquette électronique en magasin, énorme contrat avec Walmart, en 5 ans passé de 27€ à 172€, avant l'attaque du fonds Gotham City Research qui l'accuse de fraude comptable entre autres. Elle cote aujourd'hui le 8 juillet à 116€, ce qui en 5 ans a rapporté une performance incroyable avec un x4,3 en 5 ans, ce qui fait 34% par an. Et même avec le coup de massue que le titre s'est pris à cause de l'accusation, nous sommes quand même à 36% de performance sur une année. Si une vidéo explicative complète vous intéresse, faites-le moi savoir et ça sera avec plaisir. Pour ma part, et ça n'engage que moi, j'ai trouvé les accusations de Gotham vraiment limite. En termes de sérieux, de nombreux détails permettent pour une fois d'avoir plutôt confiance dans la société. J'ajoute que le fonds Gotham short les actions. Il paraît donc à la baisse et attaque officiellement le titre avec le rapport. Le cours s'effondre et eux s'enrichissent énormément. Je trouve ce genre d'intervention, disons, assez peu éthique. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai donc voulu spéculer un grand coup avec la poche du challenge. Et j'ai vendu le titre très vite à plus 18% le 4 juillet. Et forcé de constater que 3 jours après, il a pris 31,6%. Si j'étais restée dedans, le challenge de 60 à 100K aurait été largement fini. Mais bon, ce n'est pas exact car je ne devais uniquement acheter que des titres que j'avais présentés. Ce qui m'a fait sortir malgré la conviction que le titre était injustement massacré est simple. C'est son PER de 418 en 2021 car elle a commencé à faire des bénéfices et de 103 en 2022. J'ajoute au final que le seul point sur lequel je rejoignais Gotham est que le gros contrat avec Walmart était effectivement intéressant pour SES Imagotag. Mais plusieurs détails rendaient la chose assez opaque. Donc j'ai vendu trop tôt et loupé un joli 31,6% en une journée. La bourse étant risquée 18% en quelques jours est génial. Mais effectivement j'ai un niveau de risque très élevé et je suis une vraie râleuse jamais contente. J'ai donc actuellement le seum. Surtout quand je vois ce qu'aurait représenté un tel gain. Puisque je ne suis pas du genre à faire 2 fois les mêmes erreurs, j'ai fait globalement pareil avec STM Microélectronique, qui est parmi les leaders mondiaux du marché des semi-conducteurs. Un thème dont je t'avais déjà pas mal parlé sur cette chaîne. Elle a eu des années exceptionnelles en 2021 et 2022, et en plus, peu ou pas de dettes. Parmi ses concurrents, elle avait vraiment des super ratios financiers. Et cette entreprise a beaucoup investi en elle-même, dans son outil de production. C'était une des rares actions que j'avais achetées sur l'année 2023, le 4 janvier à 34€. Je l'ai vendue à 41,6% le 6 juin, soit à plus de 21% de performance sur 6 mois. Donc plutôt bonne performance, un poil supérieur aux indices hors Nasdaq 100. Sauf que pendant les semaines suivantes, pic du prix de l'action à plus de 46€, soit un bon 11% de plus. Ce qui revenait à faire 50% de performance en plus. Donc j'ai gardé une action 180 jours et moins de 14 de plus rapportait 50% en plus. Conserver l'action 10% plus longtemps aurait rapporté 50% de plus. Je n'aurais évidemment pas pu le savoir, mais ça reste dommage. Et pour conclure mes échecs passés, la Société Générale. En 2021, ce fut de loin ma meilleure performance action avec 71%. Avant de trouver ça génial, sache que l'action avait fait 81% sur l'année 2021. J'avais comme d'habitude vendu trop tôt. J'ai voulu réitérer la chose quand le secteur bancaire a souffert. Je l'ai donc acheté fin mars à 19,98€, donc à 20€ quoi. Et je l'ai vendu le 16 mai à 22,05€. Donc encore une fois un joli 10% en peu de temps. Mais une fois de plus, une semaine après, pic à 24€. Donc 10% de plus si je l'avais conservé. Après, pour moi, les banques ne sont pas un bon investissement à long terme. Ce sont des positions que je ne garde jamais plus d'une année. Et quand on voit la performance long terme, cela valide mon choix. Quand on voit que sur 30 ans, on n'a fait qu'un x3, cela fait mal. Et encore pire si on l'avait acheté en 2007 à 76€. On serait environ à 70%.
Le dividende autour des 7% aurait certes rendu l'opération rentable, mais ça ne vaut quand même pas forcément le coup de les tenir sur une très longue période. Mon échec, qui n'est pas encore officiellement un échec mais qui commence à me tendre un peu, est l'action Téléperformance. J'en avais acheté quand le cours s'était fait massacrer suite à un scandale sur les conditions de travail en Colombie, qui représentait je crois que quelques pourcents du CA de la boîte. Elle avait perdu autour des 30%. J'en avais donc pris une louche à 186 € que j'ai revendu à 250 €. Et comme d'habitude, un mois après, le titre a touché les 270 €. J'étais donc restée à l'écart depuis. Et là, enfin miracle, j'ai chopé un point proche du plus bas. Sauf qu'évidemment, c'était via CTO. Car à ce moment-là, ma seule poche de liquidité disponible était sur CTO. Et la semaine dernière, j'étais à plus 13%, mais je n'ai pas vendu. J'ai depuis mis plus d'un tiers du compte Challenge. Juste après le gain SES, il m'a go tag dessus. Et la nouvelle énorme chute du titre liée à l'achat de son concurrent Majorel. On peut aussi noter qu'il s'agit là quand même du leader mondial dans son domaine et qu'il est vraiment bien diversifié en devises vu la répartition de ses sources de revenus. 38% en Europe, 38% Moyen-Orient, Afrique et 24% en Asie. Pour l'achat du concurrent, beaucoup pensent que Téléperformance a payé bien trop cher pour 3 milliards d'euros. Les données financières du trimestre 1 seront dévoilées le 26 juillet. On pourra donc y voir plus clair. En termes d'euros total, il s'agit de mon record en somme sur une action entre le CTO et le PEA Challenge. Bilan avant de parler du challenge. Choper les meilleurs points bas et hauts est impossible. Et je serai toujours frustrée de cela, même si c'est totalement absurde. Penses-tu qu'investir comme jamais j'ai investi sur une seule action, et que ça soit sur Téléperformance, est une folie ou une prise de risque acceptable? Maintenant, pour en revenir au challenge, je vais te raconter ce qu'il s'est passé. Le challenge se passait bien, comme tu peux le voir sur les 2 épisodes précédents, et j'étais en avance sur le rythme pour atteindre les 100 000 €. J'avais divisé la période totale afin de pouvoir juger de mon avancement ou retard, même si la croissance d'un portefeuille n'est évidemment pas toujours régulière. J'ai voulu initier un transfert de PEA de Boursorama à Bourse Direct, car je me faisais vraiment trop massacrer en frais, plusieurs milliers d'euros, autour des 5 000 €, même si au moment du transfert j'étais à 78 000 €, donc un gain de 17 000 €, il n'empêche qu'être à 83 000 €, c'est encore mieux. J'avais donc initié le transfert il y a bien 5 mois, et je n'ai récupéré les fonds qu'il y a 3 semaines. Le problème venant de Boursorama plus que de Bourse Direct, qui il y a plusieurs mois m'a envoyé diverses preuves de relance, quand j'ai menacé de saisir le médiateur de l'AMF. Normalement un transfert c'est 2 mois grand maximum. J'ai même déjà vu des transferts sous 10 jours se faire en PEA. Je me fais souvent attaquer sur ma position favorable sur les indices leviers quand j'en parle. Mais une fois encore, le Nasdaq Leverage à lui tout seul aurait permis de largement finir le challenge. C'est l'ETF sur lequel j'ai été de très loin le plus exposé sur les 5 dernières années. Et là, cette année, il a réalisé 78%. Le challenge aurait donc été largement battu. Surtout que dans l'épisode 1 et 2, il me semblait avoir surperformé l'indice. Le pire, c'est qu'avec la baisse de plus de 55% en 2022, il a rapporté 25,5% par an. Sachant qu'avec des allers-retours en 2022, j'avais subi je crois un moins 8% dessus. Ce qui reste acceptable. Le truc c'est que n'ayant pas eu accès au compte pendant 4-5 mois, je n'ai pas pu arbitrer, bon certes, ni même passer d'ordre, mais je voulais vraiment faire un bilan récurrent de ce qui marche, et des moments où ça ne marchait pas. Car au vu de mon nombre de passages d'ordre, j'aurais probablement sous-performé à de nombreux moments. Et malheureusement, je n'en ai pas eu l'occasion. Du coup, le challenge a été réussi, mais par la force des choses, à cause du blocage, et pas avec mon talent, car je suis restée investie sur ce support depuis. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. J'avais bien envie de diviser le compte en 2, pour faire non pas un, mais 2 challenges, où le but serait de passer de 50 000 € à 100 000 €, ce qui demanderait 100% de croissance. Le challenge serait donc plutôt sur 2 ans que sur une année, mais avec 2 comptes différents, donc 2 stratégies différentes. Voilà mon idée, qu'en penses-tu? Le problème est que j'avais quand même choisi un timing favorable pour le challenge de 60 000 à 100 000 €. Après une belle baisse de marché, les leviers et autres avaient beaucoup plus de chances de surperformer largement, et ça s'est vu avec le Nasdaq Leverage PEA. Là, nous nous sommes rapprochés du plus haut des indices, et l'incertitude devrait bien monter. On est le 8 juillet. Pour moi, je pense que le VIX et les autres indices, mesurant un peu la peur, vont largement monter. Là, clairement, ma conviction n'est certainement pas d'investir sur les leviers de grosses quantités. Plus de 80% est assez sur une année de performance.
Même s'il monte, je ne me sentirai pas à l'aise en restant dessus. Le fait qu'il a rapporté 80% sur une année ne veut pas dire qu'il montera encore, mais je préfère toujours sortir quand j'ai beaucoup gagné, même si c'est un peu absurde. L'autre petit souci, c'est que j'étais déjà passée par un proche pour avoir un second PEA, car on ne peut avoir deux PEA à son nom, mais en ouvrir un troisième serait compliqué. Je devrais donc trouver un second proche de confiance qui accepterait. Évidemment, je paierai retrait avant 5 ans, etc. Je pense qu'il serait plus simple de tout faire sur CTO en me forçant à utiliser que les produits éligibles au PEA. Car de toute manière, je retirerai l'argent avant 5 ans, donc quitte à être taxé comme sur CTO, autant le faire sur CTO avec des frais bien plus bas. Voilà quels sont les choix. J'admets que perdre ce challenge m'avait beaucoup démotivé de YouTube. N'hésite pas à me donner ton opinion détaillée sur ce qui serait le mieux selon toi. Je lirai tout un par un et avec minutie. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo crowdfunding sur comment j'ai pu avoir un rendement de 12,3% sur 3 années d'investissement et avec quelle plateforme j'investis. Les autres m'ont plutôt rapporté un rendement autour des 8 ou 9%, ce qui reste bien, mais pas fou vu qu'il y a une fiscalité récurrente contrairement à l'assurance vie ou au PEA. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout ma transparence sur ma situation et mes états d'âme. Je te dis à très vite.